Qui veut être mon associé? C'est une émission qui devait jamais marcher. C'est un moment qui va changer leur vie. D'investir 350 000 €. Il n'y a plus de sens à vouloir faire que du fric. Chaque minute perdue, c'est X milliers d'euros. Le premier épisode sort en janvier 2020 et c'est une période où il y a énormément de mouvements sociaux en France. Comme les gilets jaunes qui étaient encore très présents et les grèves contre la réforme des retraites en 2019-2020. Donc c'est clairement pas le meilleur moment pour sortir une émission sur l'entrepreneuriat. Et puis l'entrepreneuriat français à ce moment-là, c'est souvent assimilé à des gens ultra riches et ultra controversés comme Bernard Arnault ou Bolloré. Et puis en France, c'est extrêmement tabou de parler d'argent tout simplement. Même avec ça, le premier épisode sortira le 14 janvier 2020 et le taux d'audience sera un peu décevant. Il y a eu que 1,5 million de spectateurs, ce qui est jugé assez décevant pour M6, mais l'émission était plutôt bien accueillie par la plupart des médias. Personne ne voyait trop de potentiel dans l'émission, mais un monsieur en a vu énormément. Mais qui c'est, tu vas me dire? On veut savoir, le peuple exige. Ce monsieur, c'est Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6. Et le lendemain de la diffusion du premier épisode, il annonce qu'il a déjà commandé une deuxième saison. Oui, c'est plutôt rapide comme décision, sachant que le premier épisode était pas incroyable. La saison 1 tourne autour de 1,6 million de téléspectateurs avec un pic à 1,7 million et un épisode final décevant avec seulement 1,3 million de téléspectateurs. Bref, les résultats de la saison 1 sont pas ouf, mais la saison 2 est déjà commandée, donc du coup, faut la diffuser. Et là, messieurs, dames, c'est une surprise pour la plupart des gens qui sont vivants. La saison 2 fait beaucoup plus d'audience avec un pic de 1,9 million de téléspectateurs pour un épisode. Mais problème, il y a trop de variations d'audience entre les épisodes, donc l'émission n'a pas encore trouvé un public régulier. Mais miracle ou pas, la saison 3 pète les scores avec 1,8 million de téléspectateurs en moyenne. Et en vrai, c'est plutôt pas mal, tu vois, mais le plus important, c'est pas 1,8 million de spectateurs, tu vois. Le plus important, c'est ce chiffre. 23,5% des FRDA 50. Mais là, tu vas me dire, Michel, mais c'est quoi le FRDA 50? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je vais t'expliquer. Je sors ma casquette. J'ai pas de casquette. L'acronyme FRDA 50, c'est un acronyme pour désigner les femmes responsables des achats du foyer de moins de 50 ans. Ça veut dire quoi? On s'en bat les reins, genre? Mais non, c'est l'une des métriques les plus importantes en télé. Tout simplement parce que sur des tranches horaires stratégiques, la part d'audience chez les FRDA 50 est une donnée capitale car elle est censée être celle qui fait les courses. Et c'est donc pour cette personne qu'on passe le plus de publicité. Plus il y a de FRDA 50 devant la télé, plus la pub va coûter cher. Une cible sur laquelle M6 est leader, notamment grâce à Qui veut être mon associé. Mais comment ils ont fait des chiffres aussi bons avec une émission qui devait absolument pas marcher de base? Eh bien c'est très simple, il y a 4 gros secrets, je t'explique tout. Premièrement, quand l'émission elle est lancée, c'est début 2020, donc du coup c'est le début du Covid, c'est le début du confinement, et wow, tout le monde en dépression, tout le monde fait la gueule, bref, c'est pas ouf. Quand c'est la fin du Covid et quand c'est la fin des 2 confinements à partir de décembre, les gens commencent à remettre en question leur travail, leurs habitudes, etc. Et notamment le sens de leur travail. Quand tu te dis que plus de 60% des Français ils s'ennuient au travail, bah du coup tu te dis bon, énormément de personnes démissionnent de leur travail en 2021, en 2022, c'est ce qu'on appellera la grande démission. Et on peut voir ici un merveilleux pic, ça fait beaucoup de gens. Et puis à ce moment-là, tu as aussi un essor des créations d'entreprises qui montre que beaucoup de personnes commencent à se tourner vers l'entrepreneuriat en général. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Comme énormément de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'entre eux n'ont jamais lancé de business avant, ont toujours été salariés et donc du coup ils sont à la recherche de mentors. Et quand tu es à la recherche de mentors, tu te tournes vers les médias, donc vers la télé. Et quand tu vois qu'il y a une émission avec des énormes investisseurs, des énormes entrepreneurs qui ont réussi plein de trucs dans leur vie, et bah tu regardes et t'écoutes. Bref, Qui veut être mon associé, ça arrive à un moment où l'entrepreneuriat français, ça prend de l'essor, ça évolue et de plus en plus de personnes veulent entreprendre. Mais malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Est-ce que tu connais The Family? Pour ceux qui connaissent pas The Family, c'était l'un des plus gros incubateurs français et l'un des plus prestigieux, notamment parce qu'il faisait énormément de contenu, énormément de vidéos pour promouvoir l'entrepreneuriat, notamment à travers Oussama Hamar qui a fait énormément de contenu pour aider les entrepreneurs français. À partir de 2013 jusqu'à 2020, c'était vraiment l'étendard français de l'entrepreneuriat, mais en 2021-2022, il y a eu pas mal de problèmes et tout. Pire période pour The Family. Oussama Hamar quitte The Family à cause d'un conflit entre cofondateurs et The Family est placé en liquidation judiciaire. Une grosse ambiance. Et donc du coup en France on n'a plus trop cette figure de proue pour l'entrepreneuriat, on n'a plus trop de mentors qui du coup se présentent pour représenter l'entrepreneuriat français. C'est pas très français ce que je dis. Et donc du coup à ce moment-là on a besoin de quelqu'un pour incarner l'entrepreneuriat français après le scandale de The Family. Et c'est là que les investisseurs de Qui veut être mon associé vont jouer un énorme rôle. Comme ils passent à la télé, ils sont vraiment l'emblème de l'entrepreneuriat pour le grand public, tu vois. Parce que énormément de personnes ne savent pas ce que c'est un EBITDA, un business plan, un SaaS. Mais c'était pas aussi simple que ça parce qu'au début, entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu énormément de roulements d'investisseurs et de gens qui ne voulaient pas se positionner en tant que mentor à grande échelle. Et c'est aussi compliqué pour l'audience de suivre l'émission quand toutes les saisons, il y a de nouveaux personnages. Donc pour la saison 3, M6, je pense qu'ils ont fait bon les gars, on arrête de déconner là, on prend des gars qui sont très appréciés du grand public comme Marc Simoncini et Anthony Bourbon et qui partagent leur apprentissage sur les réseaux comme fait par exemple Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque sur Twitter. Chacun des investisseurs partage son
expérience et son vécu sur les réseaux et il remplace un petit peu Oussama Ammar et The Family. Et ça a très bien marché vu les différents retours sur les réseaux. Mais Qui veut être mon associé, c'est d'abord une émission américaine. Une émission américaine qui s'appelle Shark Tank. Si vous n'aimez pas parler d'argent, ne regardez jamais cette émission. Parce que si on prenait la version américaine et qu'on la copié-collé en France, ça aurait jamais marché. Shark Tank, c'est très focus business. C'est une série où chaque épisode dure 40 minutes et où il y a 4 projets à chaque épisode. Donc ce qui veut dire que chaque projet a 10 minutes de présentation. Alors que pour Qui va être mon associé, en général, un peu plus de 15 minutes. Mais comment ils ont fait alors pour adapter la version américaine en France? Comme tu sais qu'en France, on n'aime pas parler d'argent et qu'on aime les gens, on aime parler avec les humains. Tu sais, c'est très français d'avoir des longues discussions, d'apprendre l'histoire de quelqu'un. M6 s'est concentré sur ça, sur l'histoire des entrepreneurs. Bref, la vision qu'ils avaient de l'entrepreneuriat. Contrairement à la version américaine où chaque investisseur est très concentré sur les chiffres et puis même chaque entrepreneur, chaque projet qui passe a le droit à un projet de 2-3 minutes où on parle de son histoire avec de la musique super émotive. C'est pour ça que la plupart des projets qui passent sur Qui va être mon associé sont pas forcément des énormes startups qui vont devenir des licornes, mais plus des projets qui sont chargés d'émotions et d'histoire qui vont être transmis aux spectateurs pour faire de l'audience. Notamment, c'est avec cet extrait-là que je pense que la plupart des gens ont vu et qui moi-même, c'était à ça de verser une larme. Mais j'ai pas versé de larmes. Vous m'aurez pas M6, ok? Bref, M6 a très bien compris que la version US était trop adaptée sur le show et l'argent et donc du coup a adapté la version US pour plus se concentrer sur l'histoire, les difficultés et les émotions que chaque projet porte. Mais là tu vas me dire Michel, et je te comprends. Est-ce qu'elle fait du chiffre cette émission? Comment ça marche financièrement? Très bonne question Michel. Là, on va pas se faire du mal, on va parler grosse moulaga. Alors quand tu fais une émission de télé, il n'y a pas beaucoup de suspense, fais du chiffre avec la pub. Mais donc du coup, comment tu fais pour attirer les publicitaires sur une émission comme ça? Eh bien, c'est très simple Michel. Il y a 3 gros aspects pour attirer les publicitaires. Premièrement, il y a un énorme cercle vertueux, l'argent attire l'argent. Premièrement, quand un projet arrive pendant l'émission, il sait qu'il va y avoir une énorme exposition médiatique. Bref, l'entreprise va faire des ventes. Donc du coup, ça veut dire que quand un investisseur investit dans une entreprise, il sait qu'il aura un retour sur investissement quasiment immédiat. Et donc du coup, comme le projet qui est passé à la télé et l'investisseur, ils sont très contents de leur acquisition, ils vont donc poster sur les réseaux sociaux. Et ils vont nous dire ouais, on a fait plein de chiffres d'affaires, trop bien. Et donc du coup, quand les publicitaires voient que énormément de personnes ont consommé pendant l'émission et ont acheté des produits pendant l'émission, les publicitaires se disent cette émission est propice à la consommation. Qui veut dire consommation veut dire propice à la pub. Donc tant que l'émission donne un maximum d'exposition médiatique, l'argent attirera l'argent. Deuxième gros facteur, le meilleur ciblage des FRDA 50. Comme on l'a dit tout à l'heure, les FRDA 50 sont les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Moi-même, je l'ai presque oublié. Et donc, du coup, comment tu fais pour les cibler? Tu fais 2 grosses choses. Premièrement, tu partages du contenu sur les réseaux. Donc, TikTok, YouTube, LinkedIn. Mais il n'y a pas que ça. L'un des plus gros facteurs aussi, c'est avoir des personnalités féminines qui sont fortes. Comme par exemple Delphine André et Isabelle Chevalier. Parce que quand tu peux t'identifier à quelqu'un, tu peux facilement regarder le contenu qu'il fait. Si tu voyais que des hommes investisseurs, du coup il y aurait un taux d'audience principalement masculin. Mais ce que M6 veut, c'est avoir un très bon ciblage des FRDA 50. Donc le mieux c'est d'avoir des personnalités féminines qui sont très fortes. Parce que c'est pour les femmes et les FRDA 50 qu'on fait passer le plus de pubs et que la pub coûte le plus cher. Et troisième gros facteur pour attirer les publicitaires, augmenter les audiences. Et comment tu fais pour augmenter les audiences de ton émission? Eh bien c'est très simple, tu partages du contenu sur les réseaux en format vidéo court, tout simplement. Et pour avoir un maximum d'impact, tu utilises le réseau des entrepreneurs et des investisseurs pour attirer le maximum de personnes. Par exemple, Jean-Pierre Nadir, Anthony Bourbon et Eric Larchevêque postent sur chacun de leurs réseaux avant et après l'émission. Et comme les audiences augmentent au fur et à mesure des saisons, le coût des publicités peut lui aussi augmenter au fur et à mesure des saisons. C'est l'une des analyses que j'ai faites qui était les plus intenses. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous mets une vidéo qui pourra sans doute vous intéresser. Ciao!